Alors donc voilà, finalement la fin de la table ronde fait assez bien transition avec ce qu'on va vivre dans cette deuxième et dernière partie, enfin deuxième partie de l'après-midi et dernière partie de notre rencontre, puisqu'on va successivement avoir la présentation de trois institutions qui en fait bénéficient, on peut l'espérer pour chacune d'entre elles, pour la vôtre on en est bien sûr, hein, d'acquisitions nombreuses et sans doute régulières. Donc en fait, on a vu aussi, donc avec la conclusion de la table ronde, combien ces acquisitions pouvaient être l'occasion de fonder une politique culturelle. Et du coup, évidemment, la politique culturelle, c'est une notion assez évidente quand on parle de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, donc l'IMEC, donc voilà, dont les locaux, donc ils sont installés en périphérie de Caen, à l'abbaye d'Ardenne, d'où vous nous parlez, on suppose, enfin voilà, abrite. Alors c'est le chiffre que j'ai trouvé sur votre site, il date de l'année dernière, donc je suppose qu'il est déjà obsolète. Il était question de 722 fonds, enfin c'est moi qui dis fonds parce que je suis archiviste et que je ne sais pas, connais pas d'autres mots, mais 722 ensemble. Donc voilà, vous allez nous dire s'il en est arrivé de nouveau et puis nous expliquer en fait, donc depuis la Normandie, comme nous le constatons tous, hein, Madame Pascale Butel, vous allez nous expliquer en fait quelle est votre politique d'acquisition et la politique culturelle que vous construisez autour. Oui. Ben, écoutez, tout d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir invité l'IMEC à cette journée d'études. C'est important d'échanger, surtout après toute cette période-là qui était assez compliquée pour tout le monde. Donc, moi, je souhaiterais déjà présenter l'IMEC. Je ne sais pas si tout le monde, tous les participants connaissent l'IMEC. Et ça me semble très important dans le sens où bien, l'IMEC étant aussi centre culturel de rencontre depuis 2004, donc c'est à la fois un centre d'archives, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont en direction d'un public et d'un public assez divers. Et c'est important de voir comment les spécificités de l'IMEC font pour répondre à cette destination des publics et du champ culturel. Donc, je vais aller un petit peu rapidement sur la présentation de l'IMEC. En tout cas, il y a un site qui existe sur lequel vous trouverez bien sûr beaucoup de compléments et aussi beaucoup d'images, ce qui fait toujours assez plaisir. Donc, je rappelle que l'IMEC est une association de loi 1901, fondée en 1988. Et bon, c'est une institution de conservation d'archives. Ça, on avait, voilà, tout le monde partageait, je crois, cette information. Donc, dédié à l'histoire de la pensée, de la création contemporaine, ça c'est un terme assez important qui situe aussi nos collections sur le XXe et XXIe siècle. Donc, c'est déjà un périmètre temporel qui est important. Et nous sommes dans les domaines de la vie littéraire, éditoriale, artistique et intellectuelle. Ces domaines aussi ont leur importance dans le sens où on n'ira pas sur d'autres domaines. Je préciserai un petit peu après. J'ai succombé au plaisir d'une image de l'abbaye sous un ciel normand. Ils sont assez réputés, les ciels normands. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu moins intéressant, mais très beau. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le cadre. Donc vous voyez tout au fond l'église abbatiale, qui est la bibliothèque de consultation d'archives. Vous voyez un petit peu plus sur l'avant une grange audime qui est le lieu de rencontre avec les auteurs, les colloques, les événements. Tout au fond, derrière, juste à côté de l'abbatiale, on voit ce petit bâtiment blanc là, qui est tout le traitement des archives qui se passe ici, c'est la partie professionnelle. Et sur la droite, ma photo n'est pas panoramique, nous avons toute une structure d'accueil, de logement, de restauration pour les chercheurs. Ça veut dire que sur ce site, une recherche peut durer plusieurs semaines, on en a même eu de plusieurs mois. Tout est prêt pour accueillir la consultation des archives, des livres aussi en bibliothèque. Et tout se passe, c'est un peu le cœur aussi de notre activité qui est adossé sur les fonds que nous avons.
Voilà, donc je vais commencer par la On bibliothèque. s'en prie, on peut pas s'en priver, hein, on est... On ne peut pas s'en priver. Donc là, je rappelle dans les spécificités, c'est une bibliothèque de consultation d'archives majoritairement, où les chercheurs sur projet font leur demande de consultation. Donc, bien sûr, nous avons beaucoup d'universitaires pour des thèses, pour voilà, toutes sortes de travaux universitaires, mais pas seulement. Nous avons, par exemple, Laura Adler, journaliste, qui est venue là travailler pour la biographie de François Giroud. On peut avoir des acteurs, des metteurs en scène qui viennent préparer leur travail. Donc voilà, il faut, voilà, c'est sur un projet. Voilà, la consultation d'archives est sur un projet. Il y a également dans cette bibliothèque une consultation de livres et de revues en accès libre. Donc ça, c'est la constitution de ces bibliothèques sont adossées aussi au fond à nos spécialités, je détaillerai après. Mais quelqu'un qui n'est pas chercheur, qui est simplement lecteur, peut venir tout à fait accéder à cette bibliothèque. Et nous avons depuis quelques années 2 postes de consultation des archives audiovisuelles de l'INA, ce qui est extrêmement intéressant comme ressource complémentaire. On peut avoir la voix d'un auteur pour lequel on a le fond, et voilà, voir des émissions, des choses qui complètent les ressources qui sont animées. Là, vous voyez, ce sont les chercheurs qui sont installés dans cette abbatiale. Donc là, on voit comment se déroule cette consultation. Sur les côtés, il y a tous ces panneaux que vous voyez. En fait, à l'intérieur, ce sont les bibliothèques en libre accès. Donc voilà, c'est un contexte fort agréable pour travailler. Et les chercheurs viennent je dirais, de la région jusqu'au monde entier, hein. Donc, bien sûr, toutes ces sessions de travail se préparent. Donc là, je vais en venir aux collections. Donc, les collections, nous avons d'abord notre mission, c'est conservation, traitement documentaire. Et là, je parle à la fois des fonds d'archives et à la fois des ouvrages de nos bibliothèques. Et la finalité, c'est bien entendu la mise à la disposition de la recherche. Une grande particularité de l'IMEC, c'est que ce sont des archives privées. Là, il y a quelque chose de très important de cet aspect-là. Alors, bien sûr, vis-à-vis des autres institutions, les archives nationales, c'est aussi des statuts très particuliers par rapport notamment à la communicabilité des documents. Donc voilà, ça demande une gestion très adaptée aux fonds d'archives privées. Donc le chiffre dont vous parliez tout à l'heure, 720, bien sûr, il y a eu de nouvelles entrées. On est à 740 fonds et collections. Là, je ne vais peut-être pas trop insister sur cette nuance. Les fonds sont vraiment, là, il y a un producteur, une maison d'édition, un auteur. Les collections, là, je pense notamment à Violette Leduc, prenons un exemple. Violette Leduc, ce sont plusieurs personnes qui ont apporté différentes archives. Donc, ce sont vraiment différents apporteurs. Et l'ensemble forme une collection, on pourrait presque dire un fonds d'études sur Violette Leduc. Voilà, je vous donne le chiffre des exemplaires d'ouvrages et périodiques référencés. Donc voilà, c'est un volume assez important. Ceux-là sont référencés et bien sûr, nous avançons sur la continuation de ce travail. Alors, comment s'organisent toutes ces choses-là? Donc, on a 4 grands domaines: littérature, art, philosophie et sciences humaines. Les éditions et métiers du livre, éditions, graphistes, agents littéraires, libraires, associations et organismes, revues, presse et médias audiovisuels.
ce sont les domaines sur lesquels nous travaillons. Et d'emblée, un fonds qui peut nous être proposé et qui est plus sur des sciences exactes, ce qui peut arriver, sera réorienté vers un endroit de conservation plus adéquat. Mais en général, je crois que la compréhension de l'IMEC est assez bonne aujourd'hui pour qu'on ait voilà, des propositions qui convergent vraiment vers notre projet. Donc, je vais commencer par les ouvrages et périodiques. Vous avez d'ailleurs sur notre site en ligne tous les rapports d'activité de tous les ans. Donc, bien entendu, comme pour tout le monde, l'an dernier, ça a été assez particulier. Néanmoins, là, je vous donne les chiffres exacts et je vais commenter les types de bibliothèques en même temps. Donc, les bibliothèques d'études sont adossées au fonds d'archives. Si je prends Marguerite Duras, on fera en sorte d'avoir tous les ouvrages de ce qu'elle a écrit elle-même, de ce qui s'est écrit sur elle-même, les traductions, et de même que sur les revues, il y aura toutes les revues qui peuvent contenir des articles de Marguerite Duras. Alors, ces bibliothèques d'études, et là on entre déjà un tout petit peu dans la question d'enrichir les collections, comment ça se passe. Alors, il y a énormément de bibliothèques d'études qui arrivent avec les fonds. Donc là, on n'est plus sur de la collecte que sur de l'acquisition au sens strict, hein. Cependant, il y a bien sûr une partie d'acquisition pour compléter tout ce qui ne serait pas venu avec les fonds. Donc, les bibliothèques de revues, nous avons un ensemble qui concerne notre période et le domaine, les domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi en accès libre. On a une bibliothèque spécialisée sur le livre et l'archive. Effectivement, c'est important. Et quelque chose de beaucoup plus spécifique, qui sont les bibliothèques historiques des éditeurs, des maisons d'édition. Ça, c'est la production des maisons d'édition. Donc, il y a toute leur collection depuis la fondation des maisons d'édition. Et bon, une bibliothèque de documentation professionnelle qui, celle-ci, nécessite une acquisition, je dirais, avec une veille importante dans le sens où voilà, il faut suivre les évolutions. Ouvrages et périodiques. Donc voilà, la politique documentaire, donc là, il y a la question, pour nous, il n'est plus question de collecte que d'acquisition. Néanmoins, ça fait partie de voilà, ce qu'on pourrait nommer plus largement les accroissements. Donc, nous sommes dans les acquisitions, bien sûr, il y a la complétude des bibliothèques d'études, les revues professionnelles, les ouvrages aussi professionnels pour être bien dans l'actualité. Sinon, nous sommes véritablement sur une collecte, hein. La majorité des choses qui sont ici sont de l'ordre de la collecte. Donc, la collecte se fait bien sûr avec des principes de cohérence et de maîtrise à respecter et qui passe par un comité de développement des collections. Donc là, je vais parler un petit peu plus de cette question de développement des collections. Donc, il y a deux façons de sources assez différentes. Soit il y a des propositions de fonds qui nous arrivent par ce comité, soit il arrive que l'IMEC, dans sa construction de politique documentaire, aille contacter, se mettre en relation avec des auteurs ou des maisons d'édition. Donc, il y a les deux sens. Donc, là, oui, je vais peut-être revenir sur toutes ces choses un peu plus particulièrement et prendre des exemples pour que ce soit plus parlant que ça.
Parlons justement de cette collecte, de cette question de maîtrise finalement des collections. Donc, il y a cette cohérence. Là, je vais prendre un exemple sur les domaines particuliers. Nous avons développé, nous avons eu le fonds Louis Althusser assez rapidement à l'IMEC. Et c'est un fonds extrêmement important et qui nous a permis aussi de développer un ensemble sur ce domaine philosophique et de réflexion sur le marxisme, qui a fait qu'à un moment, nous avons eu le fonds Castoriadis, nous avons eu le fonds Papayoannou et d'autres. Et là, dans la question de la cohérence, on a construit quelque chose qui permet une étude autour de ces philosophes voilà, dans le domaine du marxisme, ce qui a été très important, ce qui est une source aussi pour les chercheurs qui travaillent sur ce domaine, d'avoir à la fois plusieurs fonds et en plus les bibliothèques d'études. Dans le cas de Louis Althusser, on est sur un cas très particulier qui montre aussi l'évolution hein, de l'IMEC. C'est qu'à ce moment-là, nous avons la possibilité de prendre aussi la bibliothèque personnelle de Louis Althusser, extrêmement volumineuse, importante, et qui est aussi une ressource pour les chercheurs. Ces dernières années, pour voilà, des raisons de maîtrise des collections, nous ne pouvons plus conserver les bibliothèques personnelles des auteurs. Néanmoins, celles qui étaient là sont largement utilisées. Alors, sur ces bibliothèques et dans les domaines, quelle que soit, je dirais, la provenance, eh bien, c'est tout le travail de catalogage qui va faire que sur une thématique, on a effectivement un ensemble important sur un domaine. Que les ouvrages soient venus avec tel fonds, avec tel autre, ou que ce soit des acquisitions de traduction, c'est grâce au catalogage qu'on peut trouver les ouvrages. Alors, dans les ouvrages, bien sûr, nous en avons qui sont extrêmement précieux, épuisés, sont catalogués, bien évidemment, mais ne seront pas en accès libre, hein, je pense comme toute bibliothèque. Ils seront sur demande, comme on demanderait un document d'archive. Et là, on est sur une petite nuance extrêmement intéressante. C'est sur le livre qui prend une valeur d'archive. C'est notamment le cas de tous ces livres qui sont annotés par les auteurs, qui seront traités plutôt du point de vue d'une pièce d'archive, puisqu'il y a les annotations ou des choses comme ça. Voilà, donc il y a maintenant, en plus de la construction vers une cohérence, un champ disciplinaire qu'on cherche à développer parce qu'on a déjà un ensemble qui le mérite. Voilà. Après, on continue bien sûr à acquérir des fonds, toujours dans ce sens-là. J'aimerais beaucoup, ça me ferait très plaisir, et à vous aussi, je suppose, évoquer un petit peu le fonds Jean-Luc Lagarce, qui est bien sûr un enfant de Besançon. Ce fonds est arrivé en 2007. Là, je me place sur un fonds d'auteur et après, je parlerai plus particulièrement des fonds d'éditeurs. Donc, Jean-Luc Lagarce, ce fonds est arrivé en 2007. On est actuellement sur un volume de 150 boîtes, ce qui est très important, et avec le fait remarquable que dans le domaine du théâtre, Jean-Luc Lagarce a presque été à toutes les places. Il a été directeur de compagnie amateur, il a écrit des pièces, il a été acteur, metteur en scène. Et à ce titre-là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et nous avons toutes les archives. Vous pourrez faire l'histoire d'une compagnie de théâtre. Il y a eu aussi un très beau, c'est aussi un volet important aujourd'hui, la question de la numérisation. Donc là, nous avons eu avec l'Université de Franche-Comté un projet important, un programme qui a duré 3 ans de numérisation
des manuscrits essentiellement de Jean-Luc Lagarce, qui sont maintenant sur le site du FANUM, Fonds d'archives numériques Jean-Luc Lagarce. Donc voilà, il y a des collaborations qui permettent aussi de donner des ressources de type numérique. Voilà. Donc, sur les fonds d'auteurs, je pourrais en parler beaucoup. Vous verrez la liste. Donc, on a des auteurs tels Marguerite Duras, Hervé Guibert, Irène Nemirovsky. J'insiste beaucoup sur le fait que nous avons aussi des auteurs vivants. C'est vrai qu'archives, on pense. Oui, je vais rapidement. Voilà. Donc, on est sur un accroissement raisonné actuellement des collections. Et là, je dirais juste un mot pour terminer sur la spécificité des maisons d'édition. Ça a été la fondation de l'IMEC sur un constat qu'il n'existait pas d'endroit pour les archives des maisons d'édition qui commençait dans les années 80 parce qu'il y a eu un grand mouvement d'absorption de maisons d'édition à être jetées, hein. Donc, c'est à ce moment-là, l'IMEC s'est fondé sur ce manque. Il n'existait pas en France d'endroits où confier ses archives pour les maisons d'édition. Et nous avons actuellement beaucoup d'archives de maisons d'édition, alors actives, telles Le Seuil, et d'autres qui ne sont plus en activité. Et là, nous sommes sur des archives historiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore le temps d'ajouter quelque chose ou Oui, peut-être allez-y, allez-y. répondre à vos questions. Donc, voilà. Donc, l'IMEC, effectivement, s'est placé sur un manque, notamment pour les maisons d'édition. Et ensuite, comment dire, dans la construction aussi, la cohérence de nos collections. Actuellement, on sait que travailler sur un auteur, eh bien, la ressource peut être aussi dans un fonds d'éditeur. Un auteur qui a été publié chez un éditeur dont on a les archives, on pourra trouver dans le fonds bien tous les échanges avec la maison d'édition jusqu'à la publication de l'ouvrage. Donc, notre collection est construite sur une correspondance entre les fonds qui se répondent et c'est ainsi que les chercheurs peuvent, sur un domaine, avoir beaucoup de ressources sur place. Voilà, je m'arrêterai là. C'est assez rapide, trop rapide, mais voilà, vous pouvez compléter avec le site de l'IMEC et s'il y a des questions, bah, écoutez, je serais ravie d'y répondre. Évidemment, comme j'ai le micro, je pose une question. En fait, vous avez parlé du comité de développement des collections, comme on a parlé de la question du fait que c'était important que les acquisitions soient collégiales, hein. C'est un terme qui a été évoqué ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ce comité? La forme sous laquelle ça se présente? Oui, 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 oui. D'accord, donc écoutez, on étudie tous les propositions qui nous arrivent avant de faire une réponse. Mais au préalable, dans ces propositions, ben, nous avons besoin d'informations préalables, c'est-à-dire des éléments. Quel est le contenu de ce fonds? Quel est son volume? Et quel est le type d'archives aussi? Est-ce que nous sommes sur des archives papier, des archives qui peuvent être, dans certains cas, je pense en cinéma, on a plusieurs fonds, je pense à Éric Rohmer, on peut avoir des matériaux filmiques. Donc on a aussi maintenant, on est sur des fonds hybrides comme à peu près tout le monde, je pense. On a maintenant aussi des matériaux électroniques, des clés USB, des ordinateurs. Donc dans ce comité, nous réunissons en collaboration bien sûr avec les personnes qui nous proposent les fonds, nous réunissons tous les éléments pour comprendre de quoi est constitué le fonds, d'une part, et comment il viendrait s'inscrire dans nos collections. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui nous permettent de discuter ensemble. Donc, les arguments, des contre-arguments, avant qu'un fonds soit accepté dans nos collections. Et en fait, c'est un comité interne? Vous avez des Interne, personnalités absolument. externes?
C'est un comité interne et il se peut que pour certaines questions, on puisse avoir recours à un spécialiste. Mais c'est interne parce qu'il y a plusieurs paramètres à considérer en même temps, hein, qui sont la matérialité du fond, sa forme, et aussi la connaissance de nos collections. On passe la parole peut-être profiter de votre présence pour passer la parole à la salle, parce que les moyens techniques étant ce qu'ils sont, on préfère vous poser des questions tant qu'on vous a sous la main. Donc sur la question plutôt d'ouverture culturelle, donc nous organisons des expositions, des soirées où nous invitons les auteurs. Nous avons aussi beaucoup d'événements avec des projets universitaires. Nous avons des colloques aussi, ce qui nous permet voilà, de ne pas restreindre les archives à la question de la consultation des archives, mais de pouvoir les proposer plus largement dans le cadre d'une exposition, d'une présentation d'un fonds, des prêts de pièces aussi à destination de musées, d'expositions. Donc, il y a bien sûr les archives pour lesquelles la consultation voilà, est dans des conditions que nécessite la préservation des archives, mais centre culturel de rencontre, donc une ouverture pour pouvoir accueillir un public beaucoup plus large. Est-ce que vous mutualisez des projets d'acquisition, de collecte entre votre fondation, votre association et des services publics d'archives ou de bibliothèques? Oui, alors là, effectivement, on peut être tout à fait dans des collaborations. Là, je parlais notamment de fonds pour lesquels nous ne sommes pas, nous, comment dire, ça n'est pas notre domaine de compétence, notamment les archives filmiques. On a des archives d'artistes où, bien sûr, nous n'avons pas les œuvres. Les œuvres sont dans des musées. Et là, on peut établir des collaborations. Je vais prendre un autre exemple du fonds Jerzy Grotowski, homme de théâtre, qui a eu une activité de metteur en scène en Pologne pendant une période. Puis ensuite, il est venu travailler en Europe. Il a été au Collège de France, il a eu la nationalité française. Et à ce titre-là, bien entendu, les archives qui sont en Pologne restent en Pologne. Nous avons une partie en France. Et ensuite, il y a échange entre les deux institutions pour orienter les chercheurs. On renvoie toujours, quand on sait qu'il y a une partie de fonds d'une autre nature dans une autre institution, nous orientons à chaque fois les chercheurs vers ces autres centres. Et en matière de collaboration, eh bien, tout à l'heure, j'évoquais ce projet avec l'Université de Franche-Comté, où là, ça a été une véritable collaboration pour ce programme de numérisation. Bon, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Donc, je ne sais pas, techniquement, je suppose qu'on va vous libérer. En quoi ça va consister, je ne sais pas exactement, mais voilà.